Et si, pour la toute première fois, la dignité d'un peuple pesait plus lourd que 100 millions de dollars, plus lourd que 1000 millions de promesses, plus lourd que tout l'or du Sahel accumulé depuis la nuit des temps. La scène rappelle d'autres moments décisifs, comme en 1961, lorsque Fidel Castro, à Cuba, ordonna l'expulsion des diplomates américains après la tentative ratée de la baie des Cochons. Ou plus récemment, quand le Venezuela, sous Hugo Chavez, osa fermer les portes de l'ambassade américaine, déclenchant un séisme diplomatique. Mais ici, c'est un pays du Sahel, appauvri, menacé, qui ose défier le géant. Cette nuit-là, les rues sont silencieuses. Mais à l'intérieur de la forteresse diplomatique, l'agitation est palpable. Des soldats, fusils en bandoulière, encerclent le périmètre. Les barrières s'abaissent. Les employés américains, stupéfaits, rassemblent à la hâte les drapeaux étoilés, effacent chaque trace de leur passage, démantèlent radios, archives, jusqu'aux dernières bouteilles d'eau minérale importées. Ce qui fut, pendant des décennies, le symbole d'une puissance planétaire, se vide en quelques heures de toute vie. Le 18 août 2025, avant même que l'aube ne caresse les toits rouges de Ouagadougou d'une lueur incertaine, un ordre fuse, sec, irrévocable. Le capitaine Ibrahim Traoré exige l'expulsion totale et immédiate de l'ambassade américaine. Pas un simple rappel pour consultation, pas une suspension provisoire, mais une rupture définitive, absolue, sans appel. Une première dans l'histoire du Burkina Faso et une rareté dans l'histoire du monde. Le choc est immédiat et planétaire. Les agences de presse clignotent en rouge. Burkina Faso expulse l'ambassade américaine. Les éditorialistes du monde entier s'interrogent. Est-ce de la folie, un suicide politique ou un acte de bravoure? Ce n'est pas une banale formalité, mais un défi lancé à ce que beaucoup appellent, sans détour, l'ordre mondial établi. Ce jour-là, aucun Burkinabé n'oubliera la chaleur qui règne, ni la poussière soulevée par les pas, mais surtout pas le sentiment d'avoir repris possession de son histoire. Ce n'est pas qu'une ambassade que Traoré expulse. Il chasse l'arrogance, l'humiliation, la condescendance, ces regards étrangers qui pèsent sur le pays comme autant de chaînes invisibles. Ce choix radical s'inscrit dans une histoire longue, faite de renoncements, de déceptions et de blessures. Il résonne comme un écho lointain des luttes anticoloniales du siècle précédent, lorsque des figures comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba ou Samora Machel osaient proclamer que leur peuple valait plus que l'aide conditionnée, plus que les discours paternalistes. Sur la grande place d'Ouagadougou, la foule se masse dès l'aube. Certains sont venus en pyjama, d'autres brandissent des pancartes improvisées. La souveraineté n'a pas de prix. Mieux vaut la faim que la honte. Les visages sont graves, mais une lueur nouvelle brille dans les yeux. Celle d'un peuple qui, pour la première fois, sent que sa voix compte. Des chants s'élèvent, l'hymne national retentit, repris en chœur par des milliers de gosiers sous le regard ému des anciens qui n'osaient plus rêver à tant de fierté. Mais le risque est immense. En rejetant 100 millions de dollars, le Burkina Faso risque de voir ses écoles fermées, ses hôpitaux manquer de médicaments, ses routes se dégrader, ses projets agricoles s'effondrer. Les experts, les économistes, les ONG multiplient les avertissements. C'est un saut dans l'inconnu, un pari insensé. Pourtant, Traoré ne recule pas. Il pose la question qui hante toutes les sociétés post-coloniales. Jusqu'où un peuple est-il prêt à aller pour garder sa dignité? Peut-on choisir la tempête, le doute, l'isolement, si cela signifie marcher la tête haute? Pour comprendre la portée de ce geste, il faut revenir en arrière, remonter le fil de la colère. Depuis l'année 2016, le Burkina Faso a vu plusieurs millions de ses habitants fuir la violence terroriste. Village après village, la peur s'est installée. Des familles entières ont été dispersées. L'insécurité est devenue le lot quotidien. Chaque année, des milliers de vies sont fauchées par la brutalité des attaques. Les chiffres officiels font état de plus de 2 millions de déplacés internes, de milliers de morts, d'écoles fermées, de terres abandonnées. Pourtant, aux yeux de beaucoup, le reste du monde observe avec indifférence, protégé par des frontières, des murs et des océans. Le ressentiment s'est aggravé au fil du temps. Les rapports venus de Washington, d'abord centrés sur la dénonciation des exactions djihadistes, se sont peu à peu élargis. Désormais, ils pointent du doigt l'armée burkinabé, l'accusant parfois des mêmes crimes que ceux perpétrés par les groupes terroristes. Pour les soldats, ces mots résonnent comme une trahison.
eux qui risquent leur vie pour défendre les villages, assimilés à ceux qui sèment la terreur. Un exemple concret, en janvier 2024, un rapport américain a mis sur le même plan une opération militaire burkinabé contre une base djihadiste et une attaque terroriste contre un marché. Dans les casernes, la colère a grondé. Comment peuvent-ils comparer notre lutte pour la survie à des massacres de civils sans défense? Pour Traoré, chaque communiqué venu de l'étranger est une insulte à la mémoire des victimes, au courage des soldats, à la dignité des familles endeuillées. Il refuse que l'histoire de son pays soit écrite par ceux qui n'ont jamais entendu les cris d'une mère qui enterre son enfant. Ce sentiment d'humiliation est partagé dans la population. Beaucoup se sentent jugés par des experts étrangers qui, depuis leur bureau climatisé, tirent des conclusions sur la réalité du pays sans jamais avoir foulé la terre rouge d'un village attaqué, sans avoir goûté à la peur d'une nuit d'incertitude. Mais ici, la question est encore plus brûlante. Peut-on refuser une main tendue quand tout vacille? Une question s'impose alors. Qui a le droit d'écrire le récit d'un peuple? Les Burkinabés doivent-ils accepter que leur histoire soit racontée par d'autres ou oser la reprendre en main, quitte à s'exposer à la faim, à la misère, à la solitude internationale? Dans les hôpitaux, la panique gagne. Certains établissements dépendaient à 80% des financements américains pour l'achat de médicaments essentiels. Les directeurs rédigent des lettres de détresse, mais savent qu'aucune réponse ne viendra à court terme. Dans les écoles, la situation est tout aussi dramatique. Des milliers d'enseignants voient leur salaire menacé. Les repas scolaires, financés par l'aide internationale, s'arrêtent brusquement. Pour certains enfants, c'était le seul repas complet de la journée. Au Burkina Faso, la crise éclate dès l'annonce de la rupture. Chaque diplomate, chaque ingénieur, chaque conseiller américain reçoit l'ordre de quitter le territoire sous 72 heures. Les équipes médicales des ONG liées aux États-Unis plient bagages. Les écoles financées par l'aide américaine ferment leurs portes. Les projets agricoles sont suspendus. Ce choix n'est pas sans précédent. Dans l'histoire, d'autres peuples ont dû décider entre la dépendance confortable et la liberté douloureuse. En Algérie, en 1962, après des années de guerre, le peuple a choisi l'indépendance, même au prix de l'effondrement économique, du départ de dizaines de milliers de cadres et de l'isolement diplomatique. En Inde, Gandhi a prôné le boycott du textile britannique, acceptant la pauvreté pour retrouver la dignité. Chacun s'interroge, dignité ou dépendance, fierté ou misère? Face à son gouvernement, le capitaine Traoré reste inflexible. Il pose des questions terribles mais nécessaires. Vaut-il mieux une école sous surveillance étrangère ou pas d'école du tout? Peut-on accepter que chaque médicament, chaque livre, chaque sac de riz vienne avec une condition, un rapport, un jugement? À Ouagadougou, l'atmosphère est électrique. Certains dénoncent la folie d'un tel choix, d'autres saluent l'héroïsme. Mais la question demeure, peut-on choisir la souffrance si elle porte en elle la promesse d'une liberté véritable? Le débat fait rage dans les marchés, sur les places, dans les familles. La jeunesse s'interroge. La liberté justifie-t-elle l'ignorance, la pauvreté? Les anciens racontent l'époque où, après l'indépendance, on partageait le peu que l'on avait, où la solidarité communautaire compensait l'absence d'aide extérieure. Mais les jeunes répliquent, l'isolement tue plus sûrement que la honte. Ce dilemme n'est pas abstrait. Il prend la forme d'enfants privés d'école, de malades qui ne peuvent plus se soigner, de familles qui se demandent comment survivre sans les transferts d'argent, sans les programmes de nutrition, sans les formations professionnelles. Mais c'est aussi une leçon de courage, celle de refuser de mendier la vie, de vouloir forger son destin, de prouver que la souveraineté ne peut se quémander. Le lendemain de l'expulsion, la peur de l'isolement saisit la capitale. Les rumeurs courent. Les banques américaines vont-elles couper les lignes de crédit? Les visas pour étudier à l'étranger seront-ils annulés? Les entreprises locales qui exportaient vers les États-Unis devront-elles fermer? Pourtant, presque aussitôt, de nouveaux acteurs frappent à la porte. La Russie propose une coopération militaire, la Chine offre d'investir dans les infrastructures, la Turquie envoie des délégations commerciales. Ces propositions viennent sans conditions humiliantes, sans sermon sur la démocratie, mais avec la promesse d'un dialogue d'égal à égal. Ce basculement rappelle d'autres épisodes historiques. Quand l'Égypte de Nasser nationalisa le canal de Suez en 1956, elle fut aussitôt sanctionnée par l'Occident, mais reçut le soutien de l'Union soviétique.
En Iran, après la révolution de 1979, l'isolement fut partiellement comblé par de nouveaux partenaires venus d'Asie ou d'Amérique latine. Au même moment, à Bamako et à Niamey, une alliance inédite s'organise. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso décident d'unir leurs forces. L'Alliance du Sahel naît, portée par la conviction que le salut ne viendra plus d'ailleurs. Coopération militaire, mutualisation des ressources, front commun contre l'insécurité et la pauvreté, le Sahel tente de forger sa propre armure. Ce choix divise profondément. Beaucoup craignent l'isolement total, la pénurie de médicaments, la fermeture des universités aux étudiants boursiers. D'autres y voient la chance de tourner la page d'une dépendance jugée avilissante, de réinventer les priorités nationales. Dans les rues, dans les cafés, sur les ondes des radios locales, les débats sont enflammés. Folie ou courage, pari ou nécessité. Les partisans de Traoré tranchent, la fierté ne s'achète pas, la souveraineté ne se négocie plus. Mieux vaut souffrir debout que vivre à genoux sous l'aumône. Mais l'inquiétude persiste. Dans les hôpitaux, des familles redoutent la pénurie de médicaments contre le paludisme, la tuberculose ou le VIH. Dans les écoles, les enseignants s'interrogent. Faudra-t-il fermer des classes sans soutien international? Les universités craignent de perdre leur jumelage, leurs échanges, leurs accès aux revues scientifiques. Le pays marche sur un fil. D'un côté, l'isolement guette. De l'autre, la possibilité d'inventer, coûte que coûte, un modèle inédit de développement. Pour le Burkina Faso, l'enjeu est immense, et chaque jour pose la même question: faut-il perdre pour se retrouver ou céder pour survivre? Pour chaque choix, un prix. Et bientôt, la réalité frappe à la porte des familles, des écoles, des dispensaires. Les queues s'allongent devant les pharmacies, les prix grimpent sur les marchés. Certains projets de développement agricole, autrefois soutenus par l'UZ, sont suspendus. Les coopératives de femmes, qui bénéficiaient de microcrédits, doivent chercher de nouveaux partenaires. Ce n'est pas un hasard si, dans les semaines qui suivent, les artistes d'Ouagadougou peignent des fresques sur les murs, des silhouettes fières, des mains qui brisent des chaînes, des slogans écrits à la craie. La souveraineté n'est pas à vendre, notre histoire, notre voix. Mais la question centrale demeure: qui détient le pouvoir d'écrire l'histoire? Est-ce à Washington, à Paris, à Moscou ou ici, sur la terre rouge du Burkina Faso? Pour Ibrahim Traoré, la bataille la plus essentielle ne se livre ni sur le champ de bataille, ni dans les salons feutrés de la diplomatie. Elle se joue dans les récits, dans le choix des mots, dans l'image que le pays laissera à la postérité. Les anonymes du Sahel s'emparent du récit. Ils refusent d'être réduits à la fatalité, à la pitié internationale, à l'image de victimes éternelles. Un vieux soldat, au visage buriné par des années de lutte, résume l'état d'esprit général. On n'enterre pas un pays, on enterre l'arrogance. La rupture n'est pas dirigée contre un peuple, mais contre la domination qui nie et caricature l'autre. L'expulsion de l'ambassade américaine devient un acte de réappropriation, un geste qui affirme « désormais, c'est ici que l'on écrit l'histoire ». Mais l'inquiétude n'a pas disparu. Au contraire, la faim menace, le doute s'infiltre dans chaque foyer. Pourtant, dans chaque village, un proverbe circule. Mieux vaut la faim la tête haute que le pain accompagné de honte. L'aide internationale, aussi cruciale soit-elle, ne doit plus être synonyme d'humiliation. Ce choix est vertigineux. Le peuple burkinabé sait qu'en refusant le récit imposé, il risque de tout perdre ou de tout gagner. S'effacer dans une histoire écrite ailleurs ou forger la sienne coûte que coûte. Entre la peur du vide et l'espérance d'un nouveau départ, chacun devine que le prix de la dignité peut être immense. Les slogans se muent en serments. Certains leaders communautaires organisent des sessions de solidarité. On partage les maigres récoltes. On lance des tontines pour soutenir les familles les plus touchées. Les radios locales diffusent des messages d'encouragement, rappellent l'histoire de Thomas Sankara qui avait instauré la politique d'autosuffisance alimentaire dans les années 80, refusant le blé américain pour relancer la production locale de mil et de sorgho. À mesure que la tension grandit, chaque geste prend une résonance nouvelle. Les regards se tournent vers ceux qui devront tenir bon lorsque les premières conséquences frapperont. Les syndicats de fonctionnaires, les associations d'étudiants, les coopératives rurales sont mobilisés. On organise des ateliers pour apprendre à fabriquer des médicaments génériques. On relance les jardins communautaires. On encourage l'artisanat local.
Et si le vrai courage, c'était d'oser marcher seul sur la ligne de crête, même quand l'abîme gronde sous les pas? Refuser les raccourcis, affronter l'humiliation, alors que la voix de la facilité murmure partout, pourquoi risquer la faim, l'isolement, la peur? Le Burkina Faso a tranché. Le 18 août 2025 ne sera pas une simple date, mais le symbole d'un peuple qui a décidé que sa dignité n'a pas de prix. Quel est le vrai risque? Perdre des centaines de millions de dollars, voire des écoles fermées, des hôpitaux chancelés? Ou perdre bien davantage, le respect de soi, la voix que l'on lègue à ses enfants, la trace qu'une génération laisse dans l'histoire? Capitaine Ibrahim Traoré n'a pas simplement fermé des portes ou décroché un drapeau étoilé. Il a brisé un sort, rompu une habitude. L'expulsion totale de l'ambassade américaine n'est pas une provocation gratuite, mais un geste lucide. Préférer l'inconfort à la soumission, l'incertitude à la chaîne dorée de l'aide opaque. Mais à quoi bon une assistance qui coûte l'âme? Pourquoi mendier un avenir écrit par d'autres, alors qu'on peut risquer de tout perdre sauf l'honneur? Le choix du Burkina Faso est un pari sans garantie. Il ne promet aucune sécurité, seulement la chance de réécrire sa propre histoire, d'appartenir à soi-même plutôt qu'à la dictée des puissants. Pour certains, la dignité semble abstraite. Pourtant, c'est elle qui fait plier l'échine ou relever la tête. Elle raconte à l'enfant du Sahel, sous le soleil qui écrase la terre, que sa vie et celle de son pays ne sont pas à vendre. Face à la tempête, marcher droit exige plus que des discours. Cela réclame d'assumer la solitude, le jugement, la peur du lendemain, tout ce que l'Occident promet d'effacer avec ses aides conditionnées. Le vrai courage ne se joue pas dans la victoire bruyante, mais dans la constance silencieuse de ceux qui refusent la facilité et qui, même au bord du précipice, avancent sans plier. Transmettre ce récit aux enfants, c'est leur offrir une histoire sans chaîne, un exemple où la peur de manquer ne l'emporte pas sur l'exigence de dignité. Pour concrétiser ce choix, des mesures pratiques sont mises en place. Le gouvernement lance un appel à la diaspora. Revenez, investissez, participez à la reconstruction nationale. Des campagnes de sensibilisation encouragent la consommation de produits locaux. On invite les entrepreneurs à relancer la fabrication de vêtements traditionnels, de savons artisanaux, de matériaux de construction en terre crue. On peut s'inspirer de l'exemple du Vietnam, qui, après la guerre, a reconstruit son système de santé en formant des agents locaux, en fabriquant ses propres médicaments, en valorisant les plantes médicinales. Ou du Costa Rica, qui a misé sur l'éducation, la santé de base et la préservation de l'environnement pour sortir de la dépendance à l'aide étrangère. Dans les universités, des programmes d'échange sont initiés avec des partenaires africains et asiatiques. On crée des réseaux de solidarité entre les hôpitaux, partageant les stocks de médicaments, formant des agents de santé communautaires capables de pallier l'absence de médecins expatriés. Les agriculteurs reçoivent des semences adaptées au climat local, des outils simples mais efficaces pour réduire la dépendance aux intrants importés. Chaque pas est difficile, chaque succès fragile. Mais la conviction demeure, portée par l'histoire des peuples qui ont réussi à se relever. La dignité ne se mesure pas en dollars, mais en capacité à rester maître de son destin. Peut-être le monde jugera-t-il ce geste insensé. Peut-être les privations seront-elles dures, les lendemains incertains. Mais qu'y a-t-il de plus précieux que de pouvoir regarder son peuple dans les yeux et dire « Nous avons choisi d'être libres, quoi qu'il en coûte ». Le confort se regagne. L'honneur, lui, ne se négocie jamais. Et si, pour la première fois, la dignité d'un peuple valait plus que 100 millions de dollars, plus que 1000 milliards de promesses, plus que tout ce que le monde peut offrir en échange d'un peu de soumission. À Ouagadougou, la question ne se pose plus. Elle se vit, chaque jour, dans les choix, les sacrifices et l'espoir d'un avenir forgé par soi-même.